Le pauvre voyageur par Charles Dickens. Un parent à moi est arrivé en boitant à pied dans la ville de Chatham. C'était un pauvre voyageur sans un sou en poche. Mon parent est venu à Chatham pour s'enrôler dans un régiment de cavalerie, si un régiment de cavalerie l'accepterait. Sinon, il prendrait la pièce d'un sou du roi George des mains de n'importe quel caporal ou sergent qui lui mettrait un bouquet de rubans dans son chapeau. Son objectif était de se faire tirer dessus, mais il pensait qu'il valait mieux mourir à cheval que de se fatiguer à marcher. Le prénom de mon parent était Richard, mais il était mieux connu sous le nom de Dick. Il avait abandonné son propre nom en chemin et avait adopté celui de Double Dick. Il fut enregistré en tant que Richard Double Dick, âgé de 22 ans, mesurant 5 pieds 10 pouces, originaire d'Exmouth, bien qu'il n'y ait jamais mis les pieds de sa vie. Il n'y avait pas de cavalerie à Chatham lorsque, boitant avec une chaussure à moitié détruite, il traversa le pont. Il s'enrôla donc dans un régiment d'infanterie et fut heureux de se saouler et d'oublier tout ça. Vous devez savoir que ce parent à moi s'était égaré et avait perdu tout sens des responsabilités. Son cœur était au bon endroit, mais il était fermé. Il était fiancé à une fille bonne et belle qu'il aimait plus qu'elle-même, ou peut-être même plus qu'il ne croyait lui-même. Mais en une heure maudite, il lui donna une raison de lui dire solennellement, « Richard, je ne me marierai jamais avec un autre homme. Je vivrai seul à cause de toi. » Mais les lèvres de Mary Marshall, c'était son nom, ne prononceront plus jamais un mot pour toi sur cette terre. Va, Richard, que le ciel te pardonne. Cela le brisa. Cela le conduisit à Chatham. Cela en fit le simple soldat Richard Double Dick, déterminé à se faire tirer dessus. Il n'y avait pas de soldat plus dissipé et insouciant que le soldat Richard Double Dick dans les casernes de Chatham en 1799. Il fréquentait les éléments les plus vils de chaque régiment, il était sobre aussi rarement qu'il le pouvait et était constamment puni. Il était évident pour toute la caserne que le soldat Richard Double Dick allait bientôt être fouetté. Le capitaine de la compagnie de Richard Double Dick était un jeune homme, pas plus de 5 ans son aîné, dont les yeux avaient une expression qui affectait d'une manière très particulière le soldat Richard Double Dick. Ils étaient des yeux sombres, beaux, ce que l'on appelle des yeux rieurs en général, et lorsqu'ils étaient sérieux, plutôt stables que sévères. Mais c'étaient les seuls yeux qui restaient dans son monde rétréci que le soldat Richard Double Dick ne pouvait supporter. Imperturbable face aux mauvaises rumeurs et aux punitions, et défiant tout le reste, il suffisait que ses yeux le regardent un instant pour qu'il se sente honteux. Il ne pouvait même pas saluer le capitaine Tonton dans la rue comme n'importe quel autre officier. Il était réprimandé et confus, troublé par la simple possibilité que le capitaine le regarde dans ses pires moments. Il préférait faire demi-tour et prendre n'importe quelle autre direction plutôt que d'affronter ces deux beaux et sombres yeux brillants. Un jour, lorsque le soldat Richard Double Dick sortit du trou noir où il avait passé les dernières 48 heures, et où il passait une bonne partie de son temps, on lui ordonna de se rendre chez le capitaine Tonton dans l'état misérable et sordide d'un homme sortant du trou noir. Il n'avait encore moins envie d'être vu par le capitaine, mais il n'était pas assez fou pour désobéir aux ordres, et il se dirigea donc vers la terrasse qui donnait sur le terrain de parade où se trouvaient les quartiers des officiers, en tordant et en cassant dans ses mains un peu de paille qui avait servi à décorer le trou noir. « Entrez », dit le capitaine lorsque le soldat Richard Double Dick frappa à la porte avec ses jointures. Le soldat Richard Double Dick ôta son chapeau, fit un pas en avant et se sentit très conscient de se trouver dans la lumière de ses beaux yeux sombres. Il y eut une légère pause. Le soldat Richard Double Dick avait mis la paille dans sa bouche et la roulait peu à peu dans sa trachée pour s'étouffer. « Double Dick, dit le capitaine, sais-tu où tu allais ? » « À l'enfer, monsieur, répondit Double Dick. »« Oui, répliqua le capitaine, et très rapidement.
Le soldat Richard Double-Dick retourna la paille du trou noir dans sa bouche et fit un salut misérable d'acquiescement. Double-Dick, dit le capitaine, depuis que j'ai rejoint les services de Sa Majesté en tant que garçon de 17 ans, j'ai été peiné de voir de nombreux hommes prometteurs prendre ce chemin. Mais je n'ai jamais été autant peiné de voir un homme déterminé à faire ce voyage honteux que je ne l'ai été depuis que tu as rejoint le régiment. Te rappelles-tu de tes paroles, Double-Dick ? Dans une voix basse et tremblante, Double-Dick dit, « Je l'espère, monsieur. Je souhaite bientôt être fusillé afin que le régiment et le monde soient enfin débarrassés de moi. » Les pieds de la table de petit déjeuner devenaient très tordus. Double-Dick, en relevant les yeux pour stabiliser sa vision, rencontra le regard qui avait sur lui une si grande influence. Il mit la main devant ses propres yeux, et le devant de sa veste déshonorée se gonfla comme s'il allait se rompre. « Je préférerais, dit le jeune capitaine, voir cela en toi, Double-Dick, que de voir 5000 guinées comptées sur cette table comme un don à ma bonne mère. » « As-tu une mère ? » « Je suis reconnaissant de dire qu'elle est morte, monsieur, répondit Double-Dick. Si tes louanges étaient prononcées de bouche en bouche dans tout le régiment, dans toute l'armée, dans tout le pays, tu souhaiterais qu'elle ait vécu pour dire avec fierté et joie, « C'est mon fils. » Épargnez-moi, monsieur, dit Double-Dick en se tournant vers le mur et tendant la main dans un geste implorant. Mon ami, commença le capitaine, que Dieu te bénisse, monsieur, sanglota le soldat Richard Double-Dick. Tu es au tournant de ton destin. Continue sur ta lancée encore un peu de temps, et tu sais ce qui doit t'arriver. Je le sais encore mieux que tu ne peux l'imaginer, et après cela, tu es perdu. Aucun homme qui pourrait verser ses larmes ne pourrait porter ses marques. J'en suis pleinement convaincu, dit-il d'une voix basse et tremblante, mais un homme, quelle que soit sa condition, peut faire son devoir, dit le jeune capitaine, et en le faisant, il peut gagner son propre respect, même si son cas est si malheureux et si rare qu'il ne puisse gagner le respect d'aucun autre homme. Un soldat commun, une pauvre brute, bien que tu l'aies appelé ainsi tout à l'heure, a cet avantage dans les temps agités que nous vivons, il fait toujours son devoir devant une foule de témoins compatissants. Doutes-tu qu'il puisse le faire de manière à être célébré par tout un régiment, par toute une armée, par tout un pays ? Tourne tant que tu peux encore réparer le passé et essaie, dit le capitaine. Je le ferai. Je ne demande qu'un seul témoin, monsieur, s'écria Richard, le cœur débordant d'émotion. Je comprends. Je serai un témoin attentif et fidèle. J'ai entendu de la bouche même de Richard Double-Dick qu'il s'est agenouillé, a embrassé la main de cet officier, s'est relevé et est sorti de la lumière de ses beaux yeux sombres, un homme changé. En cette année 1799, les Français étaient en Égypte, en Italie, en Allemagne, et Napoléon Bonaparte commençait également à se remuer contre l'Angleterre en Inde. La plupart des hommes savaient lire les signes des grands troubles qui allaient arriver dès l'année suivante, lorsque nous avons conclu une alliance avec l'Autriche contre lui. Le régiment du capitaine Tonton était en service en Inde, et il n'y avait pas de sous-officier plus admirable que le caporal Richard Double-Dick dans tout le régiment, non, même dans toute la ligne. En 1801, l'armée indienne était sur la côte de l'Égypte. L'année suivante fut l'année de la proclamation de la courte paix, et ils furent rappelés. Il était alors bien connu de milliers d'hommes que là où se trouvait le major Tonton aux yeux sombres et brillants et l'enseigne Richard Double-Dick qui lui était dévoué, les esprits les plus audacieux de l'armée anglaise devenaient fous de les suivre. Un jour, à Badajoz, non pas lors de la grande attaque, mais en repoussant une chaude sortie des assiégés contre nos hommes qui travaillaient dans les tranchées et qui avaient reculé, les deux officiers se retrouvèrent face à face avec un groupe d'infanterie française qui tenait bon. Un officier était à leur tête, encourageant ces hommes. C'était un officier courageux, beau et galant, âgé de 35 ans, que Double-Dick remarqua rapidement,
presque instinctivement, mais qu'il remarqua bien. Il remarqua en particulier cet officier qui agitait son épée et ralliait ses hommes d'un cri enthousiaste et excité. Lorsqu'ils tirèrent en obéissance à son geste, le major Tonton s'effondra. 10 minutes plus tard, Double Dick retourna à l'endroit où il avait déposé le meilleur ami qu'un homme ait jamais eu, sur un manteau étendu sur l'argile humide. L'uniforme du major Tonton était ouvert à la poitrine, et sur sa chemise se trouvaient 3 petites taches de sang. « Cher Double Dick, dit-il, je suis en train de mourir. »« Pour l'amour du ciel, non » s'exclama l'autre en s'agenouillant près de lui et passant son bras autour de son cou pour relever sa tête. « Tonton, mon sauveur, mon ange gardien, mon témoin, le plus cher, le plus vrai et le plus gentil des êtres humains, Tonton, pour l'amour de Dieu. » Les yeux sombres et brillants, maintenant très sombres, dans le visage pâle, sourire en le regardant, et la main qu'il avait embrassée il y a 13 ans se posa tendrement sur sa poitrine. « Écris à ma mère. Tu reverras la maison. Dis-lui comment nous sommes devenus amis. Cela la réconfortera autant que cela me réconforte, dit-il. » Il ne parla plus, mais fit signe faiblement un instant vers ses cheveux qui flottaient au vent. Lançon le comprit, il sourit à nouveau quand il vit cela, tournant doucement son visage sur son bras de soutien comme pour se reposer, mourut avec sa main sur la poitrine dans laquelle il avait fait revivre une âme. Aucun œil sec ne regarda l'enseigne Richard Double Dick en ce jour mélancolique où il enterra son ami sur le champ de bataille et devint un homme veuf et seul. Au-delà de son devoir, il semblait n'avoir plus que 2 soucis dans la vie, préserver le petit paquet de cheveux qu'il devait donner à la mère de Tonton et affronter cet officier français qui avait rallié les hommes sous lesquels le taux était tombé. Une nouvelle légende commença à circuler parmi nos troupes, affirmant que lorsqu'il serait face à nouveau avec l'officier français, il y aurait des pleurs en France. La guerre continua et à travers elle passa l'image exacte de l'officier français d'un côté et la réalité corporelle de l'autre jusqu'à la bataille de Toulouse qui se déroula dans le retour envoyé chez lui avec ces mots, blessé grièvement mais pas dangereusement, lieutenant Richard Double Dick, à la mi-été de l'année 1814. Lieutenant Richard Double Dick, maintenant un soldat brun de 7 et 30 ans, est rentré en Angleterre, invalide. Il apportait les cheveux avec lui près de son cœur. Il avait vu beaucoup d'officiers français depuis ce jour-là, il avait passé de nombreuses nuits terribles à chercher avec des hommes et des lanternes ces soldats blessés français, mais l'image mentale et la réalité ne s'étaient jamais rencontrées. Bien qu'il fût faible et qu'il souffrit, il ne perdit pas une heure pour se rendre à Frome, dans le Somersetshire, où vivait la mère de Tonton, et dans les douces paroles compatissantes qui se présentaient naturellement à l'esprit ce soir-là, il était le seul fils de sa mère et elle était veuve. C'était un dimanche soir et la dame était assise à sa tranquille fenêtre de jardin, lisant la Bible à voix basse. Elle lisait pour elle-même d'une voix tremblante ce passage même que je lui ai entendu dire, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Il devait passer devant la fenêtre et les yeux vifs et sombres de son temps avili semblaient le regarder. Son cœur lui disait qui il était. Elle vint rapidement à la porte et tomba sur son cou. Il m'a sauvé de la ruine, m'a fait devenir un être humain, m'a gagné loin de l'infamie et de la honte. Oh, que Dieu le bénisse à jamais, comme il le fera, il le fera. La dame répondit, je sais qu'il est au ciel, puis elle cria piteusement, mais oh, mon cher garçon, mon cher garçon. Depuis l'heure où le soldat Richard Double Dick s'était engagé, le Chatham n'avait pas prononcé le nom de Richard Double Dick, ni le nom de Marie Marshall, ni un mot de l'histoire de sa vie à aucune oreille, sauf à ses réclamants. Cette scène antérieure de son existence était close. Il avait résolu fermement que son expiration serait de vivre inconnu, de ne plus troubler la paix qui avait depuis longtemps recouvert ses anciennes offenses, et de révéler tout cela une fois mort, quand il avait fait ses preuves et souffert et n'avait jamais oublié.
Et ensuite, s'il pouvait lui pardonner et le croire, eh bien, il serait temps. Mais ce soir-là, se souvenant des paroles qu'il avait chéries pendant 2 ans, dis-lui comment nous sommes devenus amis, cela la réconfortera comme cela me réconforte, il raconta tout. Peu à peu, il lui sembla, dans sa maturité, qu'il avait retrouvé une mère. Il lui sembla progressivement, dans son deuil, qu'elle avait trouvé un fils. Pendant son séjour en Angleterre, le jardin tranquille dans lequel il s'était lentement et péniblement glissé, un étranger, devint la limite de son foyer. Lorsqu'il fut capable de rejoindre son régiment au printemps, il quitta le jardin en se demandant si c'était vraiment la première fois qu'il tournait son visage vers les vieux drapeaux avec la bénédiction d'une femme. Il les suivit si délabrés, si marqués et percés maintenant qu'ils tenaient à peine ensemble, jusqu'à Catterick et Ligny, où il se tenait à côté d'eux dans un silence effrayant parmi de nombreux hommes. Ombreux à travers la brume et la bruine d'un humide 4 juin à midi sur le champ de bataille de Waterloo, et jusqu'à 7 heures, l'image dans son esprit de l'officier français n'avait jamais été comparée à la réalité. Le fameux régiment entra en action tôt dans la bataille et subit son premier revers depuis de nombreuses années mouvementées lorsqu'il fut vu tomber, mais il avança pour le venger et ne laissa derrière lui aucune créature de conscience semblable au lieutenant Richard Doubledick. À travers des gouffres de boue et des mares de pluie, le long de profonds fossés autrefois des routes qui étaient broyées et labourées par l'artillerie, des chariots lourds d'hommes et de chevaux et la lutte de tout ce qui pouvait porter des soldats blessés heurtèrent parmi les mourants et les morts, si défigurés par le sang et la boue qu'ils étaient à peine reconnaissables pour l'humanité morte pour toute vie sensible qui était en eux et pourtant vivant, la forme qui avait été le lieutenant Richard Doubledick, dont les louanges avaient retenti en Angleterre, fut transportée à Bruxelles où elle fut tendrement déposée à l'hôpital et où elle resta semaine après semaine tout au long des longues journées d'été brillantes jusqu'à la moisson épargnée par la guerre qui avait mûri et était récoltée lentement. Enfin, après un long rêve confus de temps et de lieu, présentant de faibles aperçus des chirurgiens militaires qu'il connaissait et des visages qui lui étaient familiers depuis sa jeunesse, surtout et le plus aimé parmi eux, Mary Marshall, avec une sollicitude plus réelle que tout ce qu'il pouvait discerner, le lieutenant Richard Doubledick est revenu à la vie, à la belle vie d'un soir d'automne calme, au coucher de soleil paisible, à la vie paisible d'une pièce fraîche et tranquille avec une grande fenêtre ouverte, un balcon au-delà où bougent les feuilles et les fleurs parfumées, au-delà encore le ciel clair avec le soleil plein de sa vue, versant sa radieuse clarté sur son lit. C'était si tranquille et si beau qu'il pensait être entré dans un autre monde et il dit d'une voix faible, « Es-tu près de moi, tonton ?» Un visage se pencha sur lui, pas le sien, mais celui de sa mère. « Je suis venu te soigner, nous t'avons soigné pendant de nombreuses semaines. Tu as été transporté ici il y a longtemps. Te souviens-tu de rien ?» La dame embrassa sa joue et lui tint la main en le calmant. « Où est le régiment ? Que s'est-il passé ? Laisse-moi t'appeler mère, que s'est-il passé, mère ? Une grande victoire, mon cher. La guerre est terminée et le régiment était le plus brave sur le champ de bataille. » Ses yeux s'embrasèrent, ses lèvres tremblèrent, il sanglotait et les larmes coulaient sur son visage. Il était très faible, trop faible pour bouger la main. À partir de ce moment-là, il se rétablit lentement, car il avait été gravement blessé à la tête et avait été touché au corps. Mais il faisait chaque jour un petit progrès et quand il eut repris suffisamment de force pour converser, allongé dans son lit, il commença bientôt à remarquer que Madame Tonton le ramenait toujours à son propre passé. Alors il se rappela les dernières paroles de son sauveur et pensa, cela la réconforte. Un jour, il se réveilla frais et demanda à ce qu'elle lui lise. Mais le rideau du lit adoucissant la lumière qu'il avait toujours tirée en arrière quand il se réveillait pour qu'elle puisse le voir de sa table près du lit où elle était assise à travailler, était maintenu ouvert et une voix de femme parla qui n'était pas la sienne. «
Pouvez-vous supporter de voir une étrangère, dit-elle doucement. Voulez-vous voir une étrangère? Il répéta une étrangère? La voix éveilla de vieux souvenirs d'avant les jours du soldat Richard Double-Dick. Une étrangère maintenant, mais autrefois une inconnue, dit-elle d'une voix qui le fit frémir. Richard, cher Richard, perdu depuis tant d'années, mon nom, s'écria-t-il, son nom Marie, et elle le tint dans ses bras et sa tête reposa sur son sein. Je ne brise pas un vœu téméraire, Richard, ce ne sont pas les lèvres de Marie Marshall qui parlent. J'ai un autre nom. Elle était mariée. J'ai un autre nom, Richard, l'as-tu jamais entendu? Jamais, dit-il, en regardant son visage si pensivement beau et s'étonnant du sourire qui s'y trouvait au milieu des larmes. Pense encore, Richard, es-tu sûr de n'avoir jamais entendu mon nom modifié? Jamais. Il regarda dans son visage avec une telle expression de réflexion qu'il se rappela soudainement son souvenir trouble. Il remercia le ciel que son esprit soit tout à fait revenu et dit, « Ma Marie, embrasse-moi, endors cette tête lasse, sinon je mourrai de gratitude. » Ces dernières paroles furent accomplies. Je vois à nouveau ma maison, bien qu'ils fussent heureux. Ce fut une longue guérison, mais ils furent heureux. Tout au long de cette période, la neige avait fondu sur le sol et les oiseaux chantaient dans les fourrés dénudés du début du printemps lorsque les trois purent enfin sortir ensemble et que les gens affluèrent autour de la voiture ouverte pour les acclamer et les féliciter, le capitaine Richard Double-Dick. Mais même alors, il devint nécessaire pour le capitaine, au lieu de retourner en Angleterre pour achever sa convalescence dans le climat du sud de la France. Ils trouvèrent un endroit près de leur domicile, à une distance de cheval de l'ancienne ville d'Avignon et avec vue sur son vieux pont brisé, ce qui était tout ce qu'ils pouvaient désirer. Ils y vécurent ensemble pendant 6 mois, puis retournèrent en Angleterre. Madame Tonton vieillissait après 3 ans, bien qu'elle ne fût pas aussi âgée que ses yeux vifs et sombres fussent ternis, et se souvenant que son état de santé avait bénéficié du changement, elle résolut de retourner pour 1 an dans cette région. Elle partit avec un fidèle serviteur qui avait souvent porté son fils dans ses bras et elle devait être rejointe et accompagnée chez elle à la fin de l'année par le capitaine Richard Double-Dick. Elle écrivait régulièrement à ses enfants, comme elle les appelait maintenant, et eux aussi lui écrivaient. Elle se rendit dans la région d'Exeter et là, dans leur propre château près de la ferme qu'elle louait, elle se lia d'amitié avec une famille appartenant à cette partie de la France. L'amitié commença quand elle rencontrait souvent dans les vignes une enfant au cœur le plus compatissant qui ne se lassait jamais d'écouter les histoires de la dame anglaise solitaire sur son pauvre fils et les cruelles guerres. La famille était aussi douce que l'enfant et finit par la connaître si bien qu'elle accepta leur invitation de passer le dernier mois de son séjour à l'étranger sous leur toit. Toutes ces informations, elle les écrivit au fur et à mesure qu'elles se présentaient et enfin elle joignit une note polie du chef du château sollicitant à l'occasion de sa mission imminente dans ce quartier, l'honneur de la compagnie de cet homme si justement célèbre, le capitaine Richard Double-Dick. Le capitaine Double-Dick, maintenant un homme robuste et séduisant dans toute la vigueur de la vie, plus large de poitrine et d'épaules qu'il ne l'avait jamais été auparavant, envoya une réponse courtoise et la suivit en personne, voyageant à travers tout ce pays après 3 années de paix. Il bénit les jours meilleurs qui étaient tombés sur le monde. Le blé était doré, pas trempé de rouge artificiel, il était lié en gerbe pour nourrir, pas piétiné aux pieds par des hommes en lutte mortelle. La fumée montait des cœurs paisibles, pas des ruines en flammes. Les chariots étaient chargés des beaux fruits de la terre, pas de blessures et de morts. Pour lui qui avait si souvent connu l'horrible revers, ces choses étaient vraiment belles, et elles le conduisirent, dans un esprit apaisé, au vieux château près d'Exeter, par une soirée bleu profond. C'était un grand château du véritable genre fantomatique, avec des tours rondes et des extincteurs,
un toit de plomb élevé et plus de fenêtres que le palais d'Aladin. Les stores de la grille étaient tous ouverts après la chaleur de la journée et on apercevait des murs et des couloirs qui s'étendaient à travers ce hall de pierre élevée, rafraîchissant et sombre après l'éblouissement d'un voyage d'un jour dans le sud. Encore une fois, aucune sonnette ou heurtoir n'était visible et il entra. Il entra dans un hall de pierre élevé et rafraîchissant après l'éblouissement d'un voyage d'un jour dans le sud. Aucune sonnette ne se montra. C'est une entrée fantomatique, dit le capitaine en s'arrêtant, honteux du cliquetis de ses bottes. Il recula et sentit son visage blanchir en voyant le regard brillant du Français depuis la galerie. L'officier français se déplaça et disparut, et le capitaine Richard Double-Dick entendit ses pas descendre rapidement dans le hall. Il entra par une arcade. Il y avait un éclair lumineux et soudain sur son visage, beaucoup comme celui qu'il avait eu dans ce moment fatal. Capitaine Richard Double-Dick, enchanté de vous accueillir. Mille excuses, les serviteurs sont tous dehors à l'air. Il y avait une petite fête parmi eux dans le jardin. Il était si aimable et si franc que monsieur le capitaine Richard Double-Dick ne put s'empêcher de lui serrer la main. C'est la main d'un brave Anglais, dit l'officier français en la tenant pendant qu'il parlait. Je pourrais respecter un brave Anglais, même comme mon ennemi. Combien plus comme mon ami, et je suis aussi un soldat. Il ne m'a pas rappelé comme je l'ai rappelé, pensa le capitaine Richard Double-Dick. Comment lui dire? L'officier français conduisit son invité dans un jardin et le présenta à sa femme, une femme charmante et belle assise avec Madame Tonton dans un pavillon fantasque et ancien. Sa fille, son visage jeune et clair rayonnant de joie, courut vers lui pour l'embrasser, et il y avait aussi un bébé garçon qui se précipita parmi les orangers pour atteindre les jambes de son père. Une multitude d'enfants visiteurs dansaient sur une musique gaie, et tous les domestiques et les paysans du château dansaient aussi. C'était une scène de bonheur innocent qui aurait pu être inventée pour le point culminant des scènes de paix qui avaient apaisé le voyage du capitaine. Il regarda avec une grande inquiétude jusqu'à ce que la sonnette retentisse et que l'officier français demande à lui montrer ses chambres. Ils montèrent l'escalier jusqu'à la galerie d'où l'officier avait regardé en bas et monsieur le capitaine Richard Double-Dick fut chaleureusement accueilli dans une grande chambre extérieure et une plus petite à l'intérieur, avec des horloges et des draperies et des cœurs et des chiens de bronze et des carreaux et des appareils en cuivre. Il fit une pause sur le seuil, sans savoir comment commencer. Oui, je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai vu passer devant moi dans le hall et descendre rapidement les escaliers, mais je ne l'ai pas reconnu. Je ne l'ai pas reconnu, murmura-t-il en pensant aux jours terribles de la guerre et au triste sort de ce soldat français, la seule chose qu'il avait prise à cœur pendant toutes ces années, mais il n'en parla pas. J'ai vu quelque chose aujourd'hui, une tache rouge sur une serviette en papier que j'ai jetée sur le sol. Je me suis demandé si cela signifiait le rouge ou la guerre, mais je ne pense pas qu'il l'ait remarqué. Il ne l'a pas remarqué, dit le capitaine Richard Double-Dick d'un air absent. Il ne l'a pas remarqué. Il se tourna lentement vers le Français. La guerre est finie et nous avons oublié. Il y avait du sang sur cette serviette, mais nous l'avons oublié. J'espère que vous l'avez oublié aussi. Oh, oui, dit l'officier français. Nous avons oublié. Nous sommes amis, dit le capitaine Richard Double-Dick. Amis, répéta l'officier français. Amis pour toujours, dit le capitaine Richard Double-Dick. Pour toujours, répéta l'officier français. Le capitaine Richard Double-Dick serra la main du soldat français et se tut. Ils étaient tous deux très émus. Ils se tournèrent vers la fenêtre et regardèrent dans la nuit. C'est une belle nuit, dit le capitaine Richard Double-Dick. Oui, une belle nuit, dit l'officier français. Ils se tenaient côte à côte,
les yeux fixés sur l'étoile brillante du sud qui brillait dans le ciel nocturne. Et ainsi, en silence, ils se dirent tout.